qu'est-ce qui permettrait, parce que là vous menez des actions à la fois qui sont formidables, de terrain, de lien entre les générations, qu'est-ce qui permettrait de développer? Quels sont les leviers, Colline, pour aller encore plus loin, pour développer? Alors, en 2023, il y a eu 100 000 personnes qui ont cohabité sous le contrat de cohabitation intergénérationnelle, et ce chiffre est voué à doubler d'ici 2030. Donc on est dans une bonne démarche et qui répond évidemment au vieillissement de la population, à la difficulté de se loger qui est de plus en plus forte, avec le marché locatif qui est tendu. Aujourd'hui, la cohabitation intergénérationnelle, c'est un marché en voie d'expansion, mais c'est un marché à éducation. Comme je le disais, d'ouvrir la porte de chez soi, c'est pas rien. Donc déjà, là, ça touche. Souvent, les freins viennent de là. Beaucoup de personnes âgées ne veulent pas, ont peur. C'est la peur. Qu'est-ce que c'est? Ouais, je pense que c'est la peur, et ce que je trouve d'ailleurs totalement normal. Donc ça touche, en effet, le fait d'ouvrir la porte de chez soi, qui est pas évident, et en plus des seniors. Nous, on passe beaucoup de temps en fait à faire ce travail d'éducation. Quand quelqu'un s'inscrit chez Colette, il peut se passer 6 mois avant que cette personne se décide finalement à passer le cap d'ouvrir la porte de chez soi. Et au début, avec beaucoup de conditions, OK pour 2 mois, avec une charte très précise, etc. Nous, ce qui nous aiderait finalement, c'est que ça soit un dispositif qui soit mis en avant de plus en plus. Il y a déjà un contrat qui a été mis en place par l'État, donc on est dans une bonne lancée. Mais en effet, il faut réussir à casser ces freins, et je pense que finalement, de faire de la communication sur tous les bienfaits de la cohabitation intergénérationnelle, sur toutes les belles histoires qui existent, nous aiderait énormément à pouvoir loger plus de jeunes. C'est aussi la difficulté. D'un côté, on a des seniors qui sont de plus en plus seuls, et de l'autre côté, on a des jeunes. On arrive à loger chez Colette un jeune sur 7. Donc, et sur des durées en moyenne? La moyenne est de 5 mois. En fait, ça correspond à un stage. Souvent, c'est des stagiaires qui viennent de partout en France ou l'étranger. On a logé 72 nationalités différentes en 2023. Et c'est des durées courtes, en fait. Plus ou moins courtes, mais 5 mois. Trouver un logement à Paris pour cette durée-là, bonne chance pour convaincre un propriétaire de s'engager avec vous. Donc nous, notre frein, c'est évidemment les peurs, tout ce qui peut être imaginé autour du fait d'ouvrir la porte de chez soi. Mais voilà, je pense qu'en mettant en avant ces projets-là, en montrant toutes ces belles histoires, et j'en ai des millions à raconter. Et puis il y a des potentiels énormes, notamment à Paris, le nombre de chambres qui pourraient être utilisées ou qui pourraient accueilir notamment un étudiant, un jeune. Rien qu'à Paris, en Ile-de-France, il y a plus de 100 000 chambres qui sont inoccupées. 100 000, donc on décide chez Colette, on est depuis 4 ans qu'on travaille et qu'on lance ce projet. On est uniquement en Ile-de-France parce qu'on a envie de faire les choses bien, on vient de bien comprendre comment faire tomber finalement ces freins-là. Mais en 2024, on lance notre service de cohabitation intergénérationnelle partout en France, parce qu'il n'y a pas que des étudiants à Paris. Mais du coup, rien qu'à Paris, c'est 100 000 chambres. Aujourd'hui, on a 2000 chambres, donc on a encore du travail. En jeu, on le voit à la fois santé publique aussi, de lien entre les générations, et puis aussi par rapport à la démographie, quand on sait que dans moins de 10 ans, la tranche d'âge des 75-85 ans va passer de 4 à 6 millions, il y a des besoins énormes. Gigantesques. Oui, gigantesques. Il y aura 24 ou 25 millions de personnes de plus de 65 ans en 2030. Les plus de 65, la même année, seront plus nombreux que les moins de 20. Ça veut dire qu'on est dans une société dite de la longévité. En réalité, si on enlève les fausses barbes, on est dans une société de vieux. C'est-à-dire que les jeunes qui naissent aujourd'hui vont pas vivre du tout la même vie que celle que nous avons vécue nous-mêmes. Donc il y a un vrai sujet. Donc papy boom, plus de personnes âgées qui sont de plus en plus âgées. Il y a effectivement un vrai problème de santé publique. Donc, et aider ces personnes âgées à vivre le plus longtemps possible à domicile, peut-être des logements évolutifs. Bien sûr, il y a aussi 9 Français sur 10 souhaitent vieillir chez elles, donc chez eux. Donc oui, c'est important. Et vivre chez soi, il faut aussi vivre chez soi le plus confortablement possible. Ça veut dire qu'il faut s'intéresser à l'adaptation des logements pour les personnes vieillissantes et âgées. Il faut s'adresser au pouvoir public et à toutes les sociétés et associations qui veulent travailler cette question sur la question de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en pied d'immeuble pour rapprocher les services de ces personnes vieillissantes et âgées. Donc c'est tout le sujet de l'habitat intergé. La vie, c'est la relation humaine, c'est le lien social, c'est ce qui va promouvoir à la fois la santé, le bonheur. Donc il faut de l'habitat intergénérationnel et de la cohabitation intergénérationnelle partout. Alors quel levier, Serge? Si vous deviez passer
deux ou trois idées. J'ai peut-être deux sujets. Alors, je vais tout de suite au deuxième, qui m'a été soufflé par ma voisine, parce qu'effectivement, il y a un problème de communication, et je pense qu'il est très vaste. Le problème de communication, il s'adresse à tous, à nous tous, sur la question du vieillissement. On va tous vieillir si tout va bien. Rapport au vieillissement. Mais oui, absolument. on va tous vieillir. Donc, on a des parents, des grands-parents, et puis nous-mêmes bientôt, qui allons devoir nous préoccuper des bonnes conditions du vieillissement. Et comment est-ce qu'on fait pour vieillir chez soi, dans son quartier, de manière confortable, en étant utile également à la société. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc il y a un problème de communication, d'information, de formation même. On a développé une petite formation qui s'appelle Toi, mon toi, qui est vraiment 3 fois rien. Mais c'est une journée qui est beaucoup utilisée par les assureurs, les mutuelles, auprès de leurs clients, pour leur dire, posez-vous la question, vous êtes un jeune retraité, posez-vous la question de votre domicile d'aujourd'hui, de demain. Donc voilà un sujet parmi d'autres, l'information, la formation, la communication. C'est super important. Et puis le deuxième sujet pour nous, c'est quand même un sujet de gros sous, puisqu'en l'occurrence, on a aujourd'hui, grâce à l'aide à la vie partagée, qui est une nouvelle donne, ça nous était permis par la loi Elan aussi, et pour l'habitat inclusif, qui nous permet d'accompagner les ensembles résidentiels grâce à cette aide à destination des personnes âgées ou des personnes handicapées. C'est juste formidable parce que ça n'existait pas. Or, il nous faut absolument trouver des moyens pour pérenniser toutes nos opérations d'habitat intergénérationnel. C'est assez facile aujourd'hui de financer les études, les premières années de la construction de ce projet résidentiel intergé. C'est beaucoup plus difficile de s'inscrire dans la durée. Donc c'est ce qu'on fait depuis 11 ans, mais je dirais que ça ne fait jamais que 11-12 ans qu'on fait ça. Il va falloir qu'on tienne 20, 30, 50 ans. Donc il faut absolument que des mécanismes de financement soient possibles. Il faut absolument augmenter l'AVP. 43 millions en 2023. Il faut aller beaucoup plus haut pour que ça soit possible, à la fois pour nos personnes âgées, mais aussi pour les personnes handicapées. Comment faire, Colline, pour que l'habitat de demain soit plus inclusif, plus solidaire ? Alors déjà, donc, du côté des jeunes, nous, j'en ai pas parlé, mais c'est dur de trouver un logement à Paris, et notamment parce qu'il faut, vous connaissez cette problématique, mais un dossier pas possible qui met des plombes à construire. Nous, chez Colette, on a fait le choix de ne pas demander ces garanties-là. En fait, le jeune, de son côté, doit évidemment montrer sa motivation. C'est le plus important. On croit vachement en l'humain, et si on est tous les deux là aujourd'hui, je pense que c'est principalement pour ça. Et donc, pour que ça soit plus inclusif, il faut faire confiance en l'humain. Et du côté du jeune, donc nous, on demande aux jeunes, évidemment, de prouver qu'il vient pour des bonnes raisons à Paris, ou en tout cas qu'il a un contrat de travail, contrat de scolarité. On lui demande une petite vidéo de présentation voilà, une petite description de qui il est et ce qu'il vient faire. Et je pense que c'est ça aussi d'être plus inclusif, c'est sur cette vidéo-là qu'en fait un hôte va décider ou non de cohabiter avec le jeune, plus que sur ses garants. Ça, c'est ce que vous présentez à la personne de plus de 60 ans. Exactement. D'accord. En fait, l'hôte va recevoir, il est chez lui, donc il fait bien ce qu'il veut, mais il va recevoir, en fait, plutôt qu'un dossier papier avec les fiches d'imposition des parents du jeune, il va recevoir une petite vidéo du jeune de quelques minutes qui se présente. Et en fait, on a testé ça au début et ça a vachement bien marché, parce qu'en fait, c'est hyper parlant. On arrive vachement à se projeter grâce à l'humain finalement, et donc c'est à ce moment-là que le jeune va envoyer sa petite vidéo. Ouais, c'est ce qui fait la différence aussi. Voilà. C'est le côté humain, on est loin du papier ou du CV ou de la lettre de motivation. On s'adresse directement à la personne chez qui on va cohabiter. C'est pas une location normale, on va cohabiter sous le même toit. Et donc l'hôte va recevoir, il va accepter ou non de rentrer en relation à ce moment-là avec le jeune. Nous, on pousse évidemment l'hôte et le jeune à se rencontrer physiquement. C'est super important, voir s'il y a un feeling, si ça fonctionne. Alors, évidemment, il y a des jeunes qui sont à l'étranger, on ne va pas leur demander de faire un aller-retour à Paris ou partout en France simplement pour se rencontrer. Mais voilà, nous, on croit en l'humain à fond, et donc c'est notre stratégie de miser sur l'humain. J'en ai pas parlé, mais chez Colette, on accompagne évidemment sur trouver les bons profils de jeunes, les bons profils d'hôtes, parce que j'ai l'habitude de dire, moi j'ai pas envie de mettre n'importe qui chez mes parents, mais mon cousin, j'ai pas envie de le mettre chez n'importe qui non plus. C'est pour ça qu'on rencontre les hôtes, on va dans leur domicile, on s'occupe de toute la partie administrative et fiscale qui est moins passionnante, on a envie de débarrasser, enlever cette charge-là à nos futurs cohabitants. Mais le dernier point que je voulais rajouter, c'est que nous, on se positionne vraiment comme un médiateur, un intermédiaire pendant tout le temps de la cohabitation pour faire tomber ces freins dont on parlait, parce que c'est ça le frein principal de ce dispositif. Alors, on accompagne l'hôte et le cohabitant pendant tout le temps de la cohabitation. Et notre présence humaine fait finalement la différence sur ce projet-là. Colette Club, notamment présent à Paris, mais aussi dans d'autres villes ? Alors, aujourd'hui, notre service de cohabitation est uniquement à Paris. Comme je disais, on veut pouvoir le développer partout en France, mais on a aussi un club d'activité
qui va exactement dans cette direction-là. Mais, qui est dans le même esprit. Exactement, dans le même esprit, c'est donc un club d'activité pour les seniors, qui soit hôte chez Colette ou pas, parce qu'en fait, peut-être on n'a pas de chambre à louer chez soi, mais on a peut-être envie de faire des rencontres. Et donc, du coup, c'est un club d'activité et de rencontres pour se rencontrer entre voisins, finalement, parce qu'on parle de... Il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir déménager dans des lieux avec des espaces communs, mais l'idée est la même, en fait, c'est de permettre à ces personnes-là de faire des rencontres en bas de chez eux, parce que finalement, ces voisins, on a du mal à les rencontrer. Serge, les développements de réciprocité et des maisons coucounage. Eh bien, compte tenu de la demande et de notre difficulté à y répondre aujourd'hui. Ça, c'est plutôt bon signe. Ouais, c'est plutôt bon signe. Mais bien sûr, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Non, mais clairement, il y a une prise de conscience de l'habitat traditionnel. Entre l'habitat traditionnel et l'EHPAD, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il y a des choses qui sont faites déjà aujourd'hui, qui ont été jusqu'à présent traitées plutôt en silo, les résidences senior service, les résidences autonomie, etc. Donc, aujourd'hui, la question de la mixité intergénérationnelle commence à être mieux comprise dans les collectivités, parmi tous les acteurs de l'habitat, donc que ce soit en cohabitation ou à l'échelle d'une résidence, voire d'un quartier. Donc tout ça, ça va plutôt dans le bon sens. Donc soyons optimistes, ça va dans le bon sens. Alors pour développer ça, nous on a eu une idée, c'est de faire en sorte que plutôt que d'être l'acteur qui va accompagner chacune des opérations d'habitat intergé sur le territoire français, ce que nous ne pouvons pas faire, c'est de partager nos outils, nos méthodes aujourd'hui dans la création de ce réseau. Donc on va créer un système de franchise sociale, puisqu'en fait on est une société de l'économie sociale et solidaire, agréée entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc on se doit aussi de partager avec le plus grand nombre tout ce sur quoi nous avons expérimenté, tout ce qu'on a testé avec les bonnes expériences et les moins bonnes. Et tout ça, on va le mettre dans un package qu'on va fournir à l'ensemble de nos clients, de nos partenaires pour développer de l'habitat intergé partout. Maison coucounage, d'autres maisons aussi vont voir le jour cette année. Oui, absolument. Oui, tout à fait. On a à Aulnay-sous-Bois, par exemple, pas très loin d'ici, une résidence chez Voisin, mais on travaille avec d'autres bailleurs en région parisienne. On travaille sur toute la France. Je dirais comme ça, Aulnay, on parle de Louviers, Briscousse, Vence, Valoris. Vous voyez, il y a un certain nombre de résidences qui vont être livrées dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et du côté de Colette, combien de binômes constitués là actuellement ? On vient de dépasser la barre des 2000 étudiants et jeunes hébergés par Colette. Nos objectifs plus que chiffrés en 2024, c'est surtout de pouvoir de s'étendre partout en France. J'espère que revenir dans quelques mois et pouvoir vous dire qu'on arrive à loger 100% de nos jeunes. Aujourd'hui, on est un jeune sur 7. Mais en effet, je trouve qu'on est dans une hyper bonne démarche. On a ce lien intergénérationnel, j'ai envie de dire, revient à la mode, en tout cas dans l'esprit de chacun, et autant des jeunes que des moins jeunes, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Donc j'ai des très bons espoirs. Je suis persuadée, moi, dans 5 ans, que ça sera une évidence. On a une chambre libre dans son logement, ça serait stupide de la laisser vide. Donc souhaitez-nous d'arriver partout en France, mais surtout souhaitez-le aux seniors et aux jeunes. Ouais. Optimiste aussi, Serge ? Oui, tout à fait. Ouais, très très optimiste. Très optimiste. Il y a vraiment un mouvement qui s'est mis en branle. Il faut qu'on continue de pousser et d'autres prennent le relais. Eh bien voilà, en tout cas, vive l'habitat intergénérationnel, vive la cohabitation intergénérationnelle. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Olivier. Serge Le Boulch, merci beaucoup. Réciprocité. Colline Guénel, Colette Club, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.